une épine dans le pied toujours de cette génération dorée qui était très aimée parce qu'elle était formée par des gens de Madrid, des gens formés au club, c'est qu'elle n'a jamais gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions. Mais dans le cœur des supporters, et j'en resterai là, je suis sûr que si aujourd'hui on faisait un sondage, pas des gens jeunes, mais des gens voilà qui ont pu voir les deux ou qui étaient enfants au moment de la Quinta del Buitre, vous leur demandez aujourd'hui qu'est-ce que vous préférez dans l'histoire du Real, les Galacticos, Zidane, Figo, Ronaldo, Raúl, ou la Quinta del Buitre? Eh ben, je peux vous assurer qu'une grosse majorité des gens diraient la Quinta del Buitre. Mais parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est que c'était des gamins du club. Ben, c'est ça. Qui avaient une vraie identification. Tous de Madrid. Qu'on est dans qu'on est dans un autre football. On en revient à l'identification dont on parlait tout à l'heure. Qu'en plus Butragueño est resté au club et que ça a été un ambassadeur, un dirigeant. Ah ben, aujourd'hui, il est toujours porte-parole, il est directeur des ressources c'est une figure du club, que les supporters adorent ça. Bien sûr. Parce qu'effectivement, le palmarès, faudra que tu rappelles, mais c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, bon, il y a 2 coupes de l'UEFA, mais ils sont tapés par Milan, une fameuse demi-finale. Mais c'était pas. Oui, en plus, c'est la fameuse demi-finale où le Milan de Sacchi fait la démonstration. Voilà, et qui reste le match référence de Milan. Donc c'est parfois ça quand ça nous ramène toujours au fameux débat, le résultat, pas le résultat, qu'est-ce qui est le plus important, et tu es en train de nous dire que c'est pas le résultat. Quelque part c'est pas ça non plus que l'attachement que vont avoir les gens du club pour une période ou pour une époque de l'histoire d'un club, ça peut être relié à d'autres choses, même dans un club aussi mythique et qui a autant gagné que le Real. Et j'aime beaucoup moi cette histoire-là parce que c'était finalement un Real qui avait l'air également humain et presque fragile parfois. Oui, parce que c'est parce que c'est en même temps que la team de Cruyff un petit peu. Voilà, et c'est pour dire que c'était en plus des gens qui se baladaient dans la rue normale, c'est-à-dire c'était des stars, mais c'était des anti-stars en fait. Ils étaient très connus, ils étaient très aimés, mais ils se baladaient dans les rues, etc. On était dans une période très saine finalement, et dans le rapport aux supporters aussi, quoi. Méditerranéo, là, c'est vraiment un putain d'album. Je suis pas vraiment un grand connaisseur de la musique espagnole, mais cet album-là de Juan Manuel Serrat, je crois que c'est le seul album espagnol que j'ai suivi de ma vie. Il est magnifique, il est magnifique. Cet album-là, je me rappelle même à l'époque quand je l'avais découvert, j'avais lu qu'on le classe beaucoup parmi les albums, les plus grands albums même sortis dans ce pays-là. Mais Méditerranéo est un album génial que j'adore écouter et tout. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur.
Et je dois vous avouer que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui fait partie des sujets que je voulais commencer depuis quand j'ai commencé à parler de foot. C'est-à-dire que parmi mes premiers sujets que je voulais aborder, mais je dis je prends mon temps avant d'en parler. Et là, on est arrivé au bon moment. Je trouvais que c'est le bon moment pour le faire. Et enfin, je vais parler d'un sujet qui me passionne énormément. Sur ce club qu'est le Real Madrid. Je dois vous avouer déjà d'abord, avant, que le Real Madrid n'est pas un club que j'apprécie énormément. C'est-à-dire que quand je regarde le Real Madrid et son histoire, j'ai du mal avec l'histoire de ce club-là. Vraiment du mal. C'est-à-dire que déjà, c'est un club un peu royaliste. C'est un club avec aussi des racines un peu fascistes, parce que c'était le club que le général Franco utilisait pour continuer sa propagande un peu de dictature dans le pays, parce que même si je connais pas forcément l'histoire espagnole en profondeur, je sais que l'Espagne a été sous dictature très longtemps sous le général Franco. Et le Real Madrid faisait partie aussi de ces objets de propagande de propagande un peu de sa politique très nauséabonde. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le truc, et aussi le côté un peu royaliste, un peu que le Real Madrid peut avoir un peu les supporters du Real aussi. Il y a beaucoup de, je sais pas si ça existe encore, mais pendant très longtemps les pro-Franco étaient encore là, même encore jusqu'aux années 90-2000. Je me rappelle encore qu'il y avait beaucoup de pro-Franco qu'on voyait encore dans les stades. Et c'est un club dans son histoire qui renvoie un peu pour moi, c'est le club qui a commencé à mettre vraiment déjà l'étude du bling-bling dans le foot, le Real Madrid. Quand tu vois même déjà à la base avec Santiago Bernabéu et comment ils ont réussi à dominer pendant très 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 longtemps la Ligue des Champions, et sur le championnat espagnol où il y avait beaucoup de corruption aussi à l'époque du général Franco pour qu'il gagne énormément les championnats. C'est l'histoire de ce club-là, qui est un club important de l'histoire du foot. Elle est partie là maintenant, même aussi avec la deuxième génération, avec la génération avec laquelle j'ai grandi, qui était les Galactiques de Florentino Pérez, avec les Zidane, la génération Zidane, Ronaldo, tout le patatoire, Raúl Figo. Oui, c'est la génération qui a popularisé le Real Madrid pour moi. C'est la génération avec laquelle nous on a grandi. Et bon, même à cette époque-là, j'étais pas forcément gaga, et même actuellement avec la génération Galactique 2 / BBC, tout qui ont vaincu aussi de 4 Ligues des Champions, voire même 5 Ligues des Champions aussi consécutives. Je n'ai pas d'atome crochu. Je respecte ce qu'ils ont accompli, mais je n'ai pas d'atome crochu avec ces générations du Real Madrid. Sauf une. Quand j'ai découvert cette génération-là, la Quinta del Butre. Pour moi, la Quinta del Butre est la plus belle génération de l'histoire de ce club. C'est-à-dire que le Real Madrid des années 80, dans ce qu'elle racontait un peu, c'est-à-dire que le Real Madrid des années 80, de la Quinta del Butre, racontait une autre histoire de Madrid. Un autre Madrid que pour moi je ne connaissais pas, que je ne pouvais pas croire, parce que dans ma tête toujours, quand je regarde toujours Madrid, j'ai toujours pensé que dans ma tête c'était royaliste. Et la Quinta del Butre, cette fabuleuse génération où il y a eu ces 5 joueurs fabuleux, bon, on va dire 4 joueurs fabuleux, après 5, là il y a un qui est parti après à Saragosse, qui était Miguel Pardeza, qui est parti à Saragosse, des joueurs extraordinaires qui sont sortis directement de
du centre de formation. Je veux parler d'Emilio, je veux parler de Michel, je veux parler de Manolo Sanchis, je veux parler de... Comment il s'appelle encore? Vasquez. Et pour moi, celui que je considère encore comme mon joueur espagnol favori de tous les temps, mon joueur favori espagnol de tous les temps, c'est Emilio Butranego. Devant Raúl, devant Iniesta, devant tous vos joueurs espagnols, celui que j'ai toujours kiffé, celui que j'ai toujours adoré, c'est le personnage du football espagnol que j'ai toujours kiffé, c'est Emilio Butranego. Ça a toujours été Emilio Butranego et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore Emilio Butranego. Je ne dis pas que c'est le plus grand joueur espagnol de tous les temps. Iniesta est le plus grand joueur espagnol de tous les temps, suivi de Luis Suarez. Oui, je veux dire Luis Suarez. Luis Suarez, pour moi, pas l'Uruguayen, mais Luis Suarez, celui qui a le seul ballon d'or même espagnol qui avait remporté l'Euro avec l'Espagne dans la première c'était 64, je crois que c'est 64, et qui était aussi une première icône du Barça et de l'Inter. Et Di Stefano, pourquoi je le mets troisième? Parce que Di Stefano à la base, c'est pas un Espagnol, c'est un Argentin. Et c'est quelqu'un que je trouve un peu dans le personnage. C'est quelqu'un que quand j'ai lu un peu les histoires et autres, tout, c'est un personnage qui m'agace beaucoup dans l'histoire du foot, ce mec-là, Di Stefano. Parce que c'était un peu un mercenaire. Le footballeur était très mercenaire. Il avait littéralement joué pour 3 sélections différentes. Il a joué pour l'Argentine, l'Espagne et la Colombie. Donc pour moi, j'ai du mal, même si les gens considèrent souvent Di Stefano comme le plus grand joueur espagnol de tous les temps par rapport au Turc et tout, moi j'ai du mal à le mettre comme ça parce que le mec, il a choisi l'Espagne par opportunité que par truc. Donc voilà un peu mes joueurs espagnols et après derrière Di Stefano, je mets Butranego. Donc c'est un peu ça. Et pour moi, cette génération de cette équipe-là était vraiment, pas forcément dans le jeu, parce que le jeu était beaucoup plus direct, mais dans l'histoire qu'elle racontait, parce que il y avait une anecdote que un de mes amis qui s'appelle Ogo, qui a travaillé pour la Gazette, avait dit, je ne sais pas, j'ai essayé de chercher un peu des informations sur ça, quand il me l'avait raconté et tout, parce qu'à un moment donné, on était en train de discuter vraiment de la Quinta del Butre, il m'avait raconté ça il y a quelques années, qu'à la base même, la Quinta del Butre qui sort dans les années 80, elle, même pas seulement que c'était des jeunes qui sortaient de la Fabrica, le centre de formation du Real Madrid, et qui sont montés et tout, c'est des mecs qui ont littéralement sauvé le club. C'est-à-dire que quand ces gars-là sortent, avant que ces gars-là sortent, le Real Madrid n'a plus de sous. Il n'a plus de sous. C'est-à-dire, ils n'ont plus de sous même pour payer leur star, parce qu'à la fin des années 70, les stars qui étaient un peu dans l'équipe, c'était, je ne me trompe pas, Stilique, Juanito, et c'était un peu les stars vieillissantes, un peu de l'équipe, un peu, et Santiana, qui était là un peu. Je pense que c'est ces gars-là qui, si je me souviens bien, un peu, c'est cette génération-là qui ont fait la finale de Ligue des Champions 81 contre Liverpool de Kenny Dalglish. Ces gars, il n'y avait plus de sous pour payer les gars. Donc le club était déjà presque en faillite, le club allait déjà tomber dans les bas-fonds et ils ont la chance que 5 génies sortent de leur club, du centre de formation comme ça. Et ces 5 génies-là ont littéralement sauvé le club. On va dire 4, parce qu'il y a un qui est parti après à Saragosse et qui n'était pas vraiment titulaire au Real Madrid à l'époque. Je parle de Miguel Paradoza, même si Miguel Paradoza est une légende de Saragosse qui a gagné même, je crois, la Coupe des Coupes avec Saragosse en 94 contre l'Arsenal, le boring Arsenal là. Et tout. Et c'est des mecs que quand tu vois la manière dont ils ont sauvé le club. Ils ont sauvé le club, c'est-à-dire que vous qui supportez là, pour moi, les nouveaux fans du Real Madrid là que je vois un peu partout là. C'est-à-dire, je veux même faire un peu de parenthèse par rapport à ça. Je ne peux pas prendre au sérieux des gens qui disent qu'ils sont fans du Real Madrid et qui ne connaissent pas cette génération-là. Vous tous qui vous autoproclamez fans de Real, que je suis madrilène, je ne sais pas quoi et autres tout là. Soit. Mais pour moi, je ne peux pas vous prendre au sérieux si vous ne connaissez pas l'histoire de cette génération. Pour moi, elle est la génération la plus importante du Real Madrid. Parce que sans eux, le Real Madrid
serait en D2 en ce moment. Le Real Madrid n'existerait même plus. C'est-à-dire, on n'aurait pas eu les Galactiques, on n'aurait pas eu les trucs. Parce que ces gars-là, quand on regarde leur histoire, on regarde le truc, le club était sans sous. Je me rappelle, mon ami Ogo me racontait ça. Il me disait que non, c'était pire que ça. Ils étaient sans sous. Et ces 5 gamins ont sauvé le club. C'est pour ça qu'il y a, pour une certaine génération de socios du Real Madrid et autres, il y a un tel amour pour les mecs là. Tel amour pour les mecs là. Tel amour. Et c'est pour ça que c'est un peu dramatique, un peu que je trouve que cette équipe-là, même si elle a gagné 2 coupes de l'UEFA, même si elle a dominé le championnat d'Espagne des années 80, ils ont gagné, je crois, 4 Ligas consécutives et tout, et qu'ils ont gagné 2 coupes de l'UEFA, ça me touche que cette équipe-là n'ait pas gagné, la Ligue des Champions. Ça c'est le seul regret que j'ai pour cette génération-là. Parce que pour moi, elle représente vraiment un Real Madrid qui est très opulent, très royaliste, et on va aussi ajouter très fasciste aussi dans ses origines, dans certaines de ses origines aussi, dans ses racines aussi. C'est très fasciste aussi. C'est le club du général Franco. Je trouve que c'est la période la plus romantique du Real. Et quand tu vois même ces stars-là, quand tu vois Emilio Butranego, quand tu vois Michel, quand tu vois Vasquez et autres et tout, c'était pas des stars. Dans leur attitude ou dans le truc, dans ce qu'ils dégagent. Quand vous regardez même les photos et tout, tu dis que c'était des hommes de tout le monde. Et vous l'avez vu un peu dans mon introduction, dans le truc de l'after-foot, où Fred Hermel en parlait et autres, tout, c'était des messieurs tout le monde. Quand je regardais les interviews et autres, tout, je me dis merde, c'était vraiment des légendes de l'époque, mais ils sont comme monsieur tout le monde, des hommes très culturés, très cultivés. Et c'était pas trop de trucs parce que Butranego, il a fait énormément d'études après, je sais pas s'il faisait des études de droit, après il est parti aux États-Unis. C'est pour ça qu'il est même encore jusqu'à aujourd'hui porte-parole dans les instants du truc, le porte-parole du Real Madrid. Énormément de énorme des personnages très à part un peu du monde du Real Madrid. Et c'est un autre Real Madrid, comme le disait Renaud, plus humain, plus proche du peuple, je trouve, parce qu'il représentait un peuple madrilène, un peu beaucoup plus, pas forcément dans la pauvreté, mais un peuple madrilène un peu beaucoup plus dans la moyenne et la norme, pas le truc hors norme que Real Madrid qui m'agace souvent un peu dans ce club-là. Et tout, et c'est pour ça que je trouve que c'est la période la plus romantique du club. Et quand j'avais encore eu cette anecdote qu'ils ont sauvé le club parce qu'il y avait plus de sous et que c'est grâce à l'émergence de ces mecs là ils ont eu tout ce qu'ils ont eu. Je crois qu'ils étaient aussi entraînés par je crois que c'est à l'époque Di Stefano qui entraînait les mecs, parce que ça aussi on oublie souvent de le dire. Di Stefano était un très grand coach, très grand coach. On oublie souvent de parler de la période coach de Di Stefano. Il a été un très grand coach du Real et un très grand coach de Valence. On oublie de souvent d'en parler, parenthèse refermée. Il a été un très grand coach à l'époque aussi. Et moi, j'adore toujours parler de la Quinta del Butre, de cette génération-là. Ça s'est ressenti un peu en Espagne. Je pense qu'à un moment donné, la génération de l'Espagne qui va en finale de l'Euro en 84, c'est un peu les mecs là. Coupe du Monde 86, ils ont pas mal un peu et autres. Tu avais Butranego qui fait une belle Coupe du Monde 86. 90, c'est un peu plus terne. Et je pense que l'apogée, le moment où les deux, comment on appelle ça, les deux moments qui ont marqué un peu le début de la fin de cette génération, c'est, comme vous l'avez entendu, en 1989, la demi-finale de Ligue des Champions, où ils se font complètement bousiller le derrière par le Milan. C'est de Saki qui dit allez, remballer, c'est pesé 5-0, on n'en parle plus. Et aussi ce qui a créé aussi la première histoire épopée européenne du PSG, le PSG Real Madrid de 91 en Coupe de l'UEFA, la défaite là. Je pense que c'est ça qui a marqué un peu la fin de cette fabuleuse génération, qui était truc un peu, bon, il y avait encore d'autres joueurs importants. Il y avait des gars comme Valdano qui ne faisaient pas forcément partie de l'essence de la Quinta del Butre. Il y avait Valdano, il y avait Hugo Sanchez aussi, qui est considéré encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du Real. Il y avait ces joueurs-là aussi. Il n'y avait pas que la Quinta del Butre, il y avait d'autres grands joueurs aussi dans le truc. Mais ces gars-là resteront
garde pour moi toujours un souvenir d'un Real qui était beaucoup plus romantique et qui a marqué beaucoup les socios d'une certaine époque. Et moi, j'ai souvent envie de dire, pour moi, si tu es fan du Real, si tu es un madrilène soi-disant là, pour vous qui êtes tout madrilène là, si tu ne connais pas l'histoire de la Quinta del Butré, au risque de me répéter, je ne te prendrai jamais au sérieux. On ne pourra jamais mettre Karim Benzema, Ballon d'Or, tout ce que tu veux, ouais, Ligue 5, Ligue des Champions 2022, ouais. On ne pourra jamais le mettre devant un mec comme Emilio Butranego. Emilio Butranego sera toujours plus grand que pour moi, et autre, déjà c'est un Espagnol, mais aussi par rapport à ce que sa génération là, cette génération là, a fait pour le club. Elle a sauvé le club. Et c'était pour moi aussi important, je ne vais pas aller dans des longues, en long, en large, un peu sur le sujet de la Quinta del Butré, parce qu'au final, je vais résumer un peu le truc. Je ne peux pas aimer plus une génération du Real Madrid que celle-là. Parce qu'elle a montré un peu un Real romantique. Elle a montré un peu un Madrid qui pouvait être brillé par sa simplicité. Et même si dans le style, c'était un style un peu beaucoup plus de contre-attaque et d'attaque directe, un peu comme on explique souvent, même un peu le Mourinho de 2012, là, qui avait marqué plus de 100 buts. On dit un peu la Quinta del Butré avait un peu le même style, pas le Mourinho 2011, le Mourinho qui gagne le championnat en 2012, là, avec 100 buts. C'était que ça ressemblait un peu à la Quinta del Butré, le style. Moi, je ne pourrais pas aimer pour autre génération que celle-là. Vous aimez les Galactiques, vous aimez les gars des années 50, vous aimez vos Galactiques, vous aimez vos gars là. Pour moi, le Real que j'ai aimé, c'est la Quinta del Butré. Elle a la plus belle histoire. Et elle a les joueurs, je dirais pas forcément les plus marquants, mais les joueurs les plus humains. Pas des stars, mais des joueurs les plus humains. Et elle m'a montré que le Madrid aussi, c'est aussi ça, Madrid. Ce n'est pas que le royaliste, c'est aussi ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.